Il a été dit à de nombreuses reprises à quel point l'activité, la pensée de Robert Badinter était divers. Je crois que Jean-Marc Sauvé a employé le terme éclectique, je pense dans son sens philosophique, et c'est pleinement judicieux. Alors, je vais être assez bref dans mon introduction, puisque trois personnes devaient prendre la parole successivement. Comme vous pouvez le constater, il n'y en a que deux. Je m'en expliquerai ensuite. Donc, Robert Badinter, homme de lettres, Robert Badinter, homme de théâtre, je pense que c'est assez connu, mais ne serait-ce que tout à l'heure, en parlant avec quelques amis dans l'amphithéâtre, qui ont été ses élèves de surcroît, j'ai bien constaté que Robert Badinter, homme de l'art, ou des arts, si j'ose dire, était une question moins connue. C'est pourtant pour cela que j'ai eu l'occasion de parler un peu avec lui à plusieurs reprises, et plus particulièrement à l'occasion de l'exposition qu'il avait voulu en 2010 au musée d'Orsay, Crimes et Châtiments, et dont l'image de l'Odet que vous avez derrière moi donne une idée, puisque je le précise, il s'agit d'une des nombreuses représentations de l'assassinat de Marat par Charlotte Corday. Alors nous avions parlé, et plutôt que d'évoquer dans une sorte de style indirect ce qu'il avait à dire, je vais me borner à reprendre mot pour mot deux de ses propos prononcés à cette occasion, qui pourraient justifier de longues interrogations, de longs développements, et que je sais mouvant pour que vous vous en saisissiez. Alors, le premier point, c'était au fond pourquoi un juriste, un avocat, garde des Sceaux, faisait une exposition. Ce serait peu de dire que dans l'histoire de la Ve République, et même probablement des précédentes, assez peu d'hommes politiques se sont frottés à cet exercice. C'était déjà une singularité qui méritait d'être expliquée, en somme. Et alors, ce qui était très frappant, c'est qu'il ne me l'a pas expliqué en avocat, à plus forte raison en garde des Sceaux, mais un historien. Et c'est au fond ce mot que je garderai personnellement, cette question de l'histoire. Puisque quand je lui avais demandé, mais au fond, pourquoi avez-vous souhaité cette exposition, voici ce qu'il m'avait répondu. J'ai lu bien des ouvrages sur la justice. Je me suis naturellement intéressé à ces représentations dans la littérature, particulièrement au XIXe siècle et au début du XXe. Jusque-là, rien qui soit de nature à nous surprendre. J'en suis venu à penser que si on rassemblait les œuvres des grands peintres, on change de champ, on découvrirait ce qu'était alors la vision de l'artiste, celle du crime et celle de la justice. Le crime apparaît dans la littérature et dans les arts à cette période, qui est aussi celle d'une très grande stabilité des valeurs, les valeurs bourgeoises. Et en entendant Jean-Marc Sauvé citer à plusieurs reprises Hannah Arendt, cela m'a évidemment confirmé dans mon envie de lire ce passage. Je continue. Du consulat à 1939, les lois sont stables et des jurys et des magistrats exclusivement masculins jugent des criminels majoritairement masculins. On est en 2010, je le précise. Or, cette période de stabilité judiciaire est celle dans le domaine de l'art qui s'étend de David à Picasso. Que de révolutions picturales. Les interrogations naissent d'elles-mêmes. Le regard de l'artiste sur le crime évolue-t-il? Nous apprend-il quelque chose? Je suis convaincu, c'est mon côté hugolien, que le poète et l'artiste
sont des visionnaires. Je n'insisterai pas sur ce qu'il peut y avoir d'hugolien dans l'œuvre ou la pensée de Robert Badinter. Ce n'est évidemment pas à moi d'en discuter longuement, mais donc, s'il a beaucoup été question tout à l'heure du siècle des Lumières, de Condorcet, voici que nous changeons de siècle. Et puis la deuxième, et c'est la seule, rassurez-vous, la deuxième remarque, qui est véritablement une question qui peut se poser, qui se pose en fait à n'importe lequel d'entre nous, et sur laquelle Badinter exprime à cette occasion un avis au fond très surprenant et très tranché, c'est qu'il intervient à son tour dans la vieille, très vieille histoire des pouvoirs comparés de la littérature et des arts visuels. C'est, si j'ose dire, sans doute pictura poesis, mais d'une façon, c'est le moins que l'on puisse dire, assez tranché. Ce que je n'avais pas mesuré, dit-il, c'est la fascination du peintre pour le corps supplicié et pour le meurtre. La nécessité pour l'artiste de faire saisir le crime d'un coup d'œil entraîne une violence plus grande que dans la littérature. Comparer Zola et Cézanne, le meurtre de Cézanne et Thérèse Raquin de Zola, le récit est moins intense que la toile, inouï de brutalité. L'art force à tout rassembler en une seule image. Dostoïevski lui-même n'atteint pas à cela, à cette suprématie de la peinture liée à son instantanéité. La supériorité de la peinture liée à son instantanéité, comprendrez que pour un historien de la peinture, c'est une phrase que l'on peut aimer répéter et faire entendre. Je voulais vous dire, mais après tout, je suis là non pas en homme de droit, mais en auteur de bande dessinée, puisque je suis venu vous parler d'Idis. Mais avant tout, je voudrais quand même vous dire mon émotion d'avoir été appelé aujourd'hui pour parler de Robert, que j'ai eu la chance de connaître. Et c'est peut-être le seul message, en fait, et puis ça résumera tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Moi qui viens de nulle part, qui suis un enfant d'immigrés d'un milieu très modeste, j'ai eu la chance de rencontrer Robert et Elisabeth Badinter, de me nourrir de leur intelligence, de leur expérience, de leur sagesse, et d'en devenir, pour reprendre le mot qu'a utilisé Elisabeth tout à l'heure, de partager avec eux, en tout cas, je crois, une véritable affection et de rencontrer mes idoles. C'est possible. Et c'est ça qu'illustre Robert Badinter, je crois, au travers de son parcours, bien plus que moi encore. Tout est possible. Tout vous est possible. Voilà quelqu'un dont les grands-parents venaient et c'est l'histoire qui est racontée dans Idis, venaient du fin fond de la Moldavie, de l'Ukraine, de la Russie, dans un territoire que l'on appelait Bessarabie, avec une grand-mère complètement analphabète, d'un milieu absolument misérable. C'était une région où on avait mis les Juifs parce qu'on savait pas où les mettre, et là, ils avaient un statut un peu protecteur avant qu'à nouveau les discriminations reviennent. Ça n'a pas duré longtemps. Et le petit enfant, le petit-fils donc de ce couple misérable et analphabète, dans 3 jours, va être panthéonisé en France, élevé au rang des grands hommes de cette nation. C'est possible. Tout est absolument possible, quelles que soient vos origines sociales. C'est encore un pays qui permet cela et j'aime à le rappeler. C'est important. Il n'y en a pas tant que ça, des pays qui permettent ces parcours-là. Alors, ils disent que un jour, il avait publié ce livre aux éditions Fayard. Ça raconte l'histoire donc de sa famille, en particulier de sa grand-mère chérie. Et un jour, c'était déjà un énorme succès, il m'appelle et il me demande de l'adapter en bande dessinée, sachant que j'avais derrière moi une autre vie qui était d'être scénariste de nombreuses bandes dessinées. Alors là, ma première réaction a été de lui dire, mais enfin Robert, vous avez jamais lu une bande dessinée de toute votre vie, vous savez même pas ce que c'est. Il avait même pas lu un Tintin. C'était un autre monde pour lui. Mais
et c'est la première chose qui le définissait. Il voulait absolument cette adaptation en bande dessinée parce qu'il se disait que c'était lu par les jeunes générations, que c'était un moyen de toucher les jeunes plus que par le livre qu'il venait de publier, et ça lui importait. Il voulait transmettre. Et tout au long de sa vie, c'est la raison pour laquelle il est devenu professeur aussi, j'imagine, c'est la raison pour laquelle il écrivait des pièces de théâtre, des opéras. Tous les médias étaient bons pour transmettre de la réflexion, pour transmettre de l'intelligence, pour transmettre de la connaissance. Et il voulait transmettre au travers de l'histoire de sa famille. Je crois que c'était une ode à la méritocratie, clairement, parce que c'est comme ça qu'il a été élevé, parce que ses parents, Chifra, qui est devenue Charlotte quand ils sont arrivés en France, et puis Simon, son père, l'ont élevé dans le culte de la réussite. On ne pouvait pas être deuxième, il fallait être premier. Rien d'autre n'était possible que d'être premier. C'est ça aussi Robert Badinter, c'est l'exigence, c'est cette volonté d'excellence, cette volonté d'adaptation au monde qu'il avait accueilli. Et ça traverse évidemment toute sa vie, y compris, comme on l'a raconté, dans sa volonté de devenir agrégé, ce que rien ne l'obligeait à faire. Il avait déjà une carrière pleine de succès. Et donc, j'ai adapté cette bande dessinée, un peu terrorisée, je dois le dire, parce que travailler sur ce qu'il y avait de plus intime chez Robert Badinter, sur sa famille, m'approprier sa chère grand-mère, je connaissais son niveau d'exigence. Évidemment, quand on est scénariste de bande dessinée, l'adaptation d'un livre, en fait, on en enlève, on en rajoute, on change, on modifie, on transforme ça en dialogue, on fait parler ses grands-parents avec d'autres mots, on invente. Et la première fois que je lui ai présenté mon scénario, je dois dire que je tremblais un peu comme une feuille en me disant mais comment est-ce qu'il va pas me les envoyer à la figure? Mais pas du tout. Et c'était aussi une de ses caractéristiques. Il était ravi, il a rien changé, ni à mon texte, ni au merveilleux dessin de Fred Bernard, à part un dialogue où je faisais dire à ses grands-parents qu'ils aimaient la France. Et là, il m'a repris. Et c'est pas, enfin, je le raconte dans le point cette semaine. C'est assez significatif. Il dit non, pas la France, Richard, la République. C'est différent. C'est autre chose. Ce que ses parents, et vraiment, c'est la deuxième chose qu'il voulait transmettre. En réalité, c'était son objectif prioritaire. Cette transmission de la sensibilité à l'antisémitisme qui a marqué toute sa vie. Puisqu'en fait, ses grands-parents quittent la Bessarabie après le pogrom de Kitchinev, où là, les Juifs se disent c'est pas possible, il faut émigrer. Alors émigrer où? Encore une fois, on est dans un milieu qui ne connaît rien du monde. Alors ils se disent l'Amérique, mais pour eux l'Amérique c'est des Indiens. Ils se disent l'Argentine, mais ils savent même pas où c'est. On commence à parler de Palestine, mais alors ils se disent mais c'est le désert là-bas. Et puis on parle de France. Et pour eux la France, c'est Victor Hugo, comme il disait. Mais c'est surtout la France des Lumières, de la Révolution française, de la Révolution de Condorcet, qui était celle de Robert Badinter, pas celle de Robespierre, celle de Condorcet. C'est le pays où la moitié du pays a pris fait et cause pour le capitaine Dreyfus, ce qui est énorme. Prendre fait et cause pour un juif contre l'armée, il n'y a aucun autre pays au monde où c'était possible. Et pour eux, ça doit être un pays merveilleux, le pays de l'égalité, du concordat sous Napoléon. Et donc, ils choisissent la France, motivés par les pogroms antisémites. Et puis, la deuxième chose qui va marquer son histoire, puisqu'il n'est là qu'à raison de ces pogroms, c'est évidemment la Seconde Guerre mondiale où il va perdre une grande partie de sa famille, et il en sera marqué évidemment, à commencer par son père, et qui va être déporté à Sobibor, et il va en être évidemment marqué à tout jamais. Et je crois que tous ces engagements découlent de cet instant-là, de ce moment de sa vie. Là, enfin moi, c'est comme ça que je l'ai interprété en travaillant sur son parcours, sur sa famille.
son combat contre la peine de mort, il trouve sa source dans le nazisme, dans l'hitlérisme, dans la mort de son père, évidemment. Il va se battre pour une pulsion de vie, contre une pulsion de mort. Son combat pour les conditions carcérales, là aussi est la source. Son combat pour l'égalité de tous, pour l'universalisme, pour l'égalité à l'égard des homosexuels, là aussi, il vient de là parce qu'on sait évidemment tous ce qu'a été le sort des homosexuels pendant le Troisième Reich. Tous ces combats vont s'ancrer, vont se structurer dans cette jeunesse-là, dans ce moment terrible et tragique. Et l'antisémitisme sera pour lui, et ça je l'ai vérifié depuis les premiers jours où je l'ai connu, ça va être une obsession. Et il va vouloir transmettre cela au travers de cette BD avant même que ne revienne la lèpre que nous connaissons depuis quelques années. Est-ce qu'il l'avait prophétisé? Je ne sais pas. Est-ce qu'il avait prophétisé la résurgence de ce phénomène auquel malheureusement nous assistons tous? Peut-être. Mais en tout cas, je pense qu'il avait l'intuition que ce phénomène-là ne disparaîtrait jamais pour toujours, que rien ne mute aussi bien en réalité que l'antisémitisme. Donc, il y a tous ces thèmes dans cet album qu'il m'a demandé d'illustrer, que j'ai découvert avec passion. Moi, je n'ai été qu'un traducteur, qu'un passeur de ce que lui avait créé dans son ouvrage. C'était pour moi un guide, un berger en fait, qui nous guidait vers des lumières en danger. Et j'ai commencé par vous dire que tout était possible. Je ne vais pas monopoliser la parole, hein, je vais vous la passer. Mais j'ai peut-être envie quand même de vous dire que bon, il faut faire des hommages, il faut rendre hommage à Robert Badinter, mais la meilleure manière de lui rendre hommage, c'est de combattre. C'est de combattre pour les valeurs qui étaient les siennes, pour les valeurs qui, je crois, sont les nôtres et qui sont probablement davantage en danger aujourd'hui que jamais. Jean-Marc Sauvé vous l'a dit tout à l'heure. On est dans un moment où tout devient possible. Ça aussi, j'ai l'habitude de le dire, n'imaginez pas que les libertés dont on a bénéficié, et dont on bénéficie encore aujourd'hui, sont acquises pour toujours, de toute éternité. C'est pas le cas. Que ce soit le droit des femmes, on voit qu'il est remis en cause aux États-Unis, dans d'autres pays, le droit à l'avortement, évidemment, à l'égalité, que ce soit la peine de mort. Je ne sais pas si on devait voter, soumettre à un référendum aujourd'hui. Je suis pas très sûr que ça reste une mesure majoritaire, que ce soit la paix. On voit à quel point on pensait que c'était fini, qu'on vivrait dans un monde de paix, et puis la guerre se rapproche, que ce soit la démocratie elle-même, le droit de voter, que ce soit la liberté d'expression, qui est mon domaine parmi d'autres et que je vois plus menacé chaque jour. Quant à la démocratie, on vous l'a dit, on ne peut qu'être très, très, très inquiet. Donc vous aurez probablement à combattre pour conserver ces droits. C'est ça l'enseignement de Robert Badinter pour moi aussi. C'est la détermination à s'élever, le refus constant de se plaindre de son passé. C'est une détermination à se battre en fait, à se battre pour nos valeurs, à se battre pour nos libertés, parce que avec Elisabeth Badinter, c'est vraiment pour moi le couple qui représente le mieux les lumières dans ce pays et l'amour des libertés. Voilà. Alors il y a un domaine, on a parlé tout à l'heure des différents domaines, des différentes ambitions, et M. Antoine Loncourt a commencé à en parler, de Robert Badinter. Il y en a une qu'on connaît moins, alors moi je ne la connaissais pas du tout quand je l'ai rencontrée, c'est effectivement la musique en général. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui avait, entre guillemets, un piano dans sa chambre, c'était un piano à queue,
C'était quelqu'un qui connaissait les grands opéras. On parlait souvent de Don Juan, on parlait souvent de divers autres opéras, de Strauss par exemple, qu'il adorait particulièrement, Wozzeck de Berg. Mais on ne s'imagine pas. Et je me suis toujours demandé, donc un jour, je devais moi écrire un opéra pour l'Opéra de Lyon. J'étais en discussion et puis comme d'habitude, évidemment, je n'arrivais pas à me décider sur le sujet. Je refusais les projets que me proposait l'Opéra de Lyon et l'Opéra de Lyon refusait les miens. Donc globalement, ça n'avançait pas. Puis un jour, on m'a dit, mais Robert Badinter nous envoie quelque chose, il veut absolument faire un opéra et il voudrait que ce soit avec vous, il écoutait votre musique. Et donc il me propose, enfin je ne l'avais pas encore rencontré, Claude Gueux, de Victor Hugo. Donc on en revient à la verve hugolienne de Robert Badinter. Et ce qui était fabuleux, moi je ne connaissais pas bien, je l'avais certainement étudié au lycée, comme beaucoup d'entre nous, mais je l'avais survolé. Je connaissais particulièrement bien Hugo, j'ai beaucoup travaillé dessus, j'ai mis de la musique sur beaucoup de poésie, je connaissais évidemment les grandes œuvres. Mais celui-là, en fait, Claude Gueux, d'une certaine manière, est plutôt un récit engagé, c'est pratiquement un discours politique. C'était une époque, 1832, où les peines de substitution et de prévention devenaient des longues peines, donc il y avait un grand débat dans la société. Donc c'est une époque assez trouble de ce côté-là au niveau justice aussi. Et donc dans ce livre-là, Hugo s'adresse à Thiers et à tout pour justement faire une plaidoirie pour vraiment les circonstances carcérales, l'incarcération, justement pour améliorer l'incarcération, et puis déjà, évidemment, pour engager un discours contre la peine de mort, qui est le but en fait de ce court roman, mais qui n'en est pas vraiment un. Et je me suis dit, en fait, j'ai hésité parce que on connaît la poésie, on connaît la verbe, on connaît la fougue de Victor Hugo, mais là, c'était plutôt un récit assez sec. Il a été diffusé dans la Revue de Paris à l'époque, comme une sorte de journal. Donc je me dis, c'est pas si facile que ça, artistiquement, d'avoir la fusion poétique. Et en fait, mais quand j'ai entendu Robert Badinter en parler, je l'ai vu plusieurs fois, sa détermination, il en parlait pratiquement, mais comme une sorte de plaidoirie, de ses problèmes d'incarcération. J'ai fini par me décider, parce que je me dis, quelqu'un d'aussi déterminé à faire quelque chose, on va faire quelque chose ensemble. C'était pas évident, hein. Pour ceux qui connaissent éventuellement, c'est l'histoire, évidemment, c'est un peu l'histoire de plein de livres de Victor Hugo, mais c'est l'histoire de Claude Gueux, donc, qui est incarcéré pour avoir essayé de nourrir les siens. Il a volé, mais voilà, pour essayer, disait-il, de nourrir les siens. Il tombe vraiment dans une relation intense avec un autre détenu qui s'appelait Albin, qui était lui aussi évidemment incarcéré pour vol, mais naît une relation qui est d'une intense amitié et qui est due au partage du pain. C'était assez intéressant parce qu'il le nourrissait. Et donc après, et le directeur de prison, qui était un homme visiblement pas très sympathique, par sadisme d'une certaine manière et par jalousie, n'a cessé de les séparer, quitte à en mettre un au trou. Et en fait, cette espèce de séparation, de cette union qu'il y a eu entre les deux, basée sur le pain, l'échange, n'est qu'il va progressivement décider d'assassiner le directeur, parce que les conditions deviennent de plus en plus dures pour lui. Et donc tout l'opéra, donc il y avait un squelette de dramaturgie, comme toujours chez Hugo, qui était intéressant. Donc je me suis dit, bon, allons-y. Mais comme me disait Robert Badinter, ce qui était absolument génial, c'est qu'il m'a dit, mais vous savez Thierry, le problème c'est qu'on est complètement débutants tous les deux. C'est votre premier opéra et c'est mon premier opéra aussi. Et c'est ça qui était absolument génial, c'est que j'ai eu affaire à quelqu'un qui était l'homme que j'admirais, comme tous les gens de ma génération, et l'homme qui donnait des ordres, qui était ministre. Et là, un opéra, c'est effectivement c'est le musicien qui va décider, parce que c'est moi qui voyais l'architecture, c'est moi qui vais dire, là, je vais avoir besoin d'une longue progression de plusieurs scènes, donc il va falloir rajouter des scènes, et il va falloir refaire, comme vous disiez tout à l'heure, pour inventer des dialogues, parce que les dialogues de Victor Hugo dans Claude Gueux, ça tient en 2 pages, le parent aurait fait 6 minutes 50, donc il va falloir créer des personnages à rajouter. Et ça a été passionnant ce travail, parce qu'il va falloir restructurer des phrases. Une pièce de théâtre n'est pas un opéra. Mettre une pièce de théâtre en musique ne fonctionne pas. Il faut des phrases plus courtes. Tout ce qui va être éventuellement les subordonnés, non, ça va disparaître. C'est la musique qui va faire les points d'interrogation. Donc c'est vraiment tout un art de faire un livret. Eh bien, je l'ai appris, on l'a appris ensemble. On s'est vu mais des dizaines et des dizaines de fois, soit dans des restaurants, soit rue Guillemère, soit dans divers lieux, au Conservatoire de Paris, à l'Opéra de Lyon. Et on a travaillé, on s'échangeait des courriers. Quelquefois, il y avait des tensions, parce qu'il y a toujours des tensions entre un librettiste et son compositeur. Alors, je ne me plains pas, mais elles étaient pas très fortes avec Robert Badinter, parce qu'il y avait vraiment une sorte d'amitié qui est née vraiment assez rapidement. Mais notamment, il y avait quelque chose qui était intéressant, c'est que la rudesse du propos
qu'avait Victor Hugo. Et quelquefois, il n'y avait qu'un mot. Pourquoi tu me sépares de ça? Parce que, et quelquefois, moi, je rajoutais musicalement, j'avais besoin d'atmosphères différentes sur 1 heure et demie d'opéra. Et donc, j'essayais de le pousser vers plus de poésie, quitte à aller chercher dans d'autres œuvres de Victor Hugo qui étaient connexes. Je parle notamment, et vous le connaissez tous, Le Dernier jour d'un condamné, qu'il avait fait juste avant. Et oui, il y a la description d'un détenu qui parle jeu et on voit ses hallucinations, on voit ses rêves, on voit sa féerie. Et donc, je lui ai dit, j'ai essayé de le convaincre, je suis arrivé à le convaincre. Il s'est laissé convaincre, mais il m'a dit, attention, d'accord, on va effectivement rajouter cette dose, cette zone de poésie et autres, mais attention, méfiance, gardez bien aussi le côté rugueux de ce texte, cette détermination rugueuse. Et ça, je crois que c'était vraiment quelque chose, il m'a convaincu aussi d'aller dans cette direction. Et tous les gens ici, ceux qui l'ont connu, connaissent sa force de détermination de Robert Badinter. Et alors, ce qui est fabuleux, c'est que, donc en fait, à tous les moments, il a essayé de me rappeler ce qui devait être important. La faim, déjà. Il me dit, vous devez avoir conscience, Thierry, que la faim, c'est ce qui a été... On souffre de faim à ce moment-là encore plus. Il faut que vous mettiez l'accent dessus. Les conditions carcérales, il a absolument tenu à m'emmener à Clairvaux, donc la centrale de Clairvaux, et celle de l'élément de l'époque, qui est maintenant devenue une sorte de musée, je crois. Mais on l'a visité, il m'a fait voir les cages jusqu'aux années 70, puisqu'elle a été fermée vraiment dans les années 70, je crois, cette prison, ou à l'aube des années 70, où les prisonniers étaient suspendus dans des cages de métal. Il dit, vous devez comprendre ça pour écrire cet opéra. Le trou, l'isolement du trou, vous devez comprendre ça aussi. Et donc, ça a été vraiment... Il a cessé de me dire... voilà. Et puis, l'exploitation aussi. Moi aussi, c'était un sujet que je ne voulais pas trop mettre, parce que je ne voyais pas ce que je pouvais faire musicalement, qui était l'entreprise, donc les entrepreneurs privés qui venaient et qui exploitaient les prisonniers jusqu'à 12 heures par jour pour les faire travailler et qui exploitaient. Donc ça, je dis, non, ça, ce côté social, justement, on doit aussi le mettre, on doit le trouver, on doit le faire. Donc en fait, c'était pourquoi il a voulu en faire un opéra de tout ça, parce qu'on veut dire, il a déjà écrit, il a beaucoup parlé là-dessus et autres. Mais c'est évidemment parce que l'opéra, quelque chose, va vers le symbolique. Et d'une certaine manière, il rentrait dans les pas de Victor Hugo, et en même temps, il tirait vers le côté émotionnel, il donnait un sens émotionnel, artistique à toute son œuvre, à lui, pour laquelle il a succédé à Victor Hugo. Et j'ai trouvé cet atout, vraiment, j'en étais souvent ému aux larmes quand il m'en parlait, et il y avait cette force du symbolisme qu'est l'opéra. Voilà, vous avez une scène comme ça, il y a un côté, comme on dit, un peu fake dans l'opéra, ça paraît comme ça. Mais justement, c'est ce côté justement un peu ailleurs qui donne l'aspect symbolique, et il voulait laisser cette trace avec la puissance. Tout à l'heure, on parlait de la force de son engagement, de sa parole quand il parlait. Et bien là, c'est la musique qui allait aussi remplacer cette force. Ce sont les bouffées musicales qu'elle allait réussir à donner. Et je voudrais qu'on écoute juste un tout petit extrait, un extrait, donc une sorte de trio, parce que là aussi, il faut faire des duos, des trios, l'opéra. Donc voilà, il faut aménager ça, on l'a aménagé ensemble. Et ce qui était intéressant, donc c'était un extrait, vous allez voir, où il y a donc Claude Gueux, qui est joué par Jean-Sébastien Bou, qui a été merveilleux dans cette production à Lyon, qui a été faite en 2013. Il y a Albin. Alors, Claude Gueux, donc, Jean-Sébastien Bou, dit ce texte un peu rugueux, justement, il se plaint, il est dans une plainte. Albin essaie de le sortir un petit peu, de donner un peu un élément de rêve, de le sortir, mais le courrier n'arrive pas. Et puis, en toile de fond, il y a aussi des éléments qu'on a été chercher. Il me parlait souvent de cette petite fille que Didier, qu'il entendait dans la cour et qui était en fait la fille du directeur. Il me dit, il faut qu'elle figure dans cet opéra parce que c'est le seul élément de rêve qui va raccrocher à la rêve. Et donc, moi, je l'ai symbolisé musicalement en mettant une sorte, en écho, la petite fille n'est pas présente, de voix. J'ai inventé une sorte de chanson un peu, qui est une sorte de chanson de la Renaissance. Et on a une sorte de trio. Vous avez donc ces deux voix, donc Albin et Claude Gueux. Vous avez ces voix au fond qui font naître l'émotion et qui font naître le dialogue. Et puis j'ai voulu aussi, on a voulu, et ça c'est quelque chose qu'il voulait depuis le début, il m'a dit je voudrais, et c'est pour accéder au symbolisme, c'était prioritaire, je voudrais effectivement comme une sorte de chœur grec qui dise des phrases importantes. La nuit fourbit le crime, par exemple, vous allez voir en toile de fond, comme une sorte de chœur qui raconte. Et puis vous allez voir que progressivement, enfin on ne l'écoutera pas, mais à la fin de l'opéra, ce chœur monte, on le distingue après, et hurle les phrases finales du texte. Et je voulais juste finir en disant deux remarques qui ont émaillé aussi. Il y avait évidemment des procès et donc l'homme des procès qui était Robert Badinter. Il y avait deux procès en fait. Il y avait le vrai procès de Claude Gueux,
qui a été donc sa condamnation à mort une fois qu'il a assassiné le directeur. Et ce qui était fabuleux, c'est que là, il m'a dit, écoute, Thierry, vous devez là faire quelque chose de grotesque. Et finalement, j'ai fait une sorte il m'a dit une sorte de pantomime stupide, qu'on voit ces avocats qui s'envoient, ces avocats généraux qui envoient des phrases. Et moi, j'ai continué progressivement donc j'ai utilisé un style volontairement très rythmique et un peu grotesque, une sorte de danse un peu stupide. Et en même temps, je faisais monter ces thèmes, les voix du peuple qui chantaient le texte de Victor Hugo, cet homme de l'homme du peuple. Et donc ça a été un des procès qui arrive vers la fin. Mais avant, pour lui, le procès principal, c'était un procès secret qui était entre les prisonniers, où effectivement une sorte de cérémonie secrète qu'on a traité de manière, il m'a souhaité avoir quelque chose de complètement atemporel, quelque chose on ne sait pas exactement ce qui se passait, quelque chose de blanc, et où ils décidaient entre eux, les prisonniers, que Claude Gueux pouvait prendre le droit d'assassiner, en fait. Il y a une sorte de procès avec le peuple même, et c'est ça le procès qu'il voulait, ça sera le centre de l'opéra. Et là, je fais rentrer une sorte d'orgue, moi qui suis organiste, en orgue synthétiseur, parce qu'il n'y avait pas d'orgue à Lyon, et donc il y a une sorte d'orgue qui vient. C'était la première chose. Et puis la dernière chose, ça a été, vous avez vu là c'est nous qui travaillons à son piano chez lui. Quelquefois, il prenait même la place du pianiste parce qu'il jouait un petit peu de piano. Il m'a même demandé des élèves à moi pour lui redonner des cours de piano à ce moment-là. Vous voyez, donc il était accroché à la musique. Et la dernière chose que je voulais dire, donc c'était la mise en scène d'Olivier Py. C'était pas lui qui était prévu. On avait demandé à un grand cinéaste d'ailleurs, que j'avais adoubé, parce que c'est quand même le compositeur qui décide ce genre de choses. Et en fait, dès qu'il a vu le projet, annoncé hors de question. Parce qu'en fait, le cinéaste voulait donner une temporalité. Il voulait le mettre, cette histoire-là, en 1974, au début du septennat de Giscard d'Estaing, dans une sorte de parking du supermarché. Il dit, hors de question. Il avait raison. Il fallait garder le côté, il voulait, pour ce côté un peu symbolique, garder ce côté atemporel. Et là, effectivement, voilà, vous ne le voyez pas trop dans cet extrait, mais les costumes peuvent être de toutes les époques, à la fois un peu 19e, 20e, mais il n'y a aucune temporalité pour que ça reste vraiment une histoire possible et un débat. Et j'ai voulu que termine l'opéra et sont criées à la fin de l'opéra la phrase pratiquement majeure de Claude Gueux, qui est, et qu'on entend balbutier depuis le début et qui prend force, cette tête de l'homme du peuple, cultivez-la, défrichez-la, arrosez-la, éclairez-la, moralisez-la, utilisez-la, vous n'aurez pas à la couper.